Salut les passionnés de voitures anciennes. Bienvenue dans ce plongeon profond, spécialement concocté pour vos auditeurs fidèles de Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une voiture emblématique du Japon des années 60. La Subaru 360. Ah, la Subaru 360. Une voiture qui a vraiment marqué son époque. On pourrait la comparer à une petite révolution sur roue, qui a démocratisé l'automobile au Japon. C'est vrai que son histoire est fascinante. Mais avant de parler de la voiture elle-même, j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur le contexte de sa création. Le Japon d'après-guerre était en pleine reconstruction. Et l'accès à la voiture pour le grand public était encore très limité. C'est là que le gouvernement japonais a introduit le concept des Kaikar. Et vous pouvez nous en dire plus. Bien sûr, les Kekar, abréviation de Keijidusha, qui signifie littéralement voiture légère, étaient soumises à des réglementations très strictes en matière de taille et de cylindrée. Imaginez pas plus de 3 mètres de long. Un moteur minuscule, mais capable de transporter 4 personnes. Le but était de proposer des voitures abordables et faciles à garer dans les villes japonaises, souvent densément peuplées et avec des rues étroites. Et la Subaru 360, lancée en 1958. C'est parfaitement inscrite dans cette nouvelle catégorie des Kei-cars. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'était pas juste une voiture bon marché pratique. Elle avait aussi une certaine personnalité. Un design unique qui lui a valu le surnom de coccinelle au Japon, ou tente sur roue en France. Ah oui, la coccinelle japonaise, c'est vrai qu'elle avait une silhouette arrondie et sympathique, un peu comme la Volkswagen coccinelle, même si elle était beaucoup plus petite. Et puis il y avait ses portes suicides qui s'ouvraient à l'avers, un détail qui ne manquait pas d'attirer l'attention. Et sous cette carrosserie charmante se cachait un petit moteur bicylindre, dotant de 356 cm3, refroidi par air. Pas très puissant certes, mais suffisant pour se déplacer en ville. Exactement. À ses débuts, il développait à peine 16 chevaux, mais il a été progressivement amélioré pour atteindre 36 chevaux dans la version sportive Young SS. Imaginez 100 chevaux au litre, un exploit pour l'époque, surtout pour un moteur de temps. Et justement, parlons de ce moteur 2 temps. Pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec cette technologie, pouvez-vous nous expliquer son fonctionnement et ce qui le rendait si particulier? Avec plaisir. Le moteur 2 temps est plus simple et plus léger qu'un moteur 4 temps. Il n'a pas de soupe, ce qui le rend plus compact et moins coûteux à produire. En revanche, il nécessite un mélange d'essence et d'huile pour la lubrification, ce qui implique un petit rituel au moment de faire le plein. Il fallait utiliser le couvercle du réservoir comme doseur pour obtenir le bon mélange. C'est vrai que ça peut paraître un peu archaïque aujourd'hui, mais c'était la norme pour les moteurs de temps à l'époque. Et puis, ce sont si particuliers. Ce bruit de ziz caractéristique qui donne un certain charme à 360. On imagine bien le bruit dans les rues de Tokyo à l'époque. Mais au-delà de son moteur, la 360 a aussi bénéficié d'innovations techniques intéressantes, notamment au niveau de sa structure. Tout à fait. Subaru, avant de devenir un constructeur automobile, était spécialisé dans l'aéronautique. Et cette expertise se retrouve dans la conception de la 360. Par exemple, elle utilise une structure monocoque, une technique de construction légère et résistante, inspirée de l'aviation. Le toit est également en fibre de verre, un matériau innovant pour l'époque, qui permettait de réduire le poids de la voiture. Ce sont des innovations qui ont certainement contribué au succès de la 360 au Japon. Mais avant de parler de son impact sur le marché japonais, j'aimerais qu'on explore un chapitre un peu moins glorieux de son histoire, son exportation aux États-Unis. Ah oui, l'aventure américaine de la 360, une tentative audacieuse, mais qui s'est sûr. soldée par un semi-échec. Exactement. On était au début des années 60. Et un entrepreneur américain du nom de Malcolm Brickland a eu l'idée d'importer la 360 aux États-Unis. Il misait sur son prix attractif et sa faible consommation pour séduire les automobilistes américains. Sauf que le public américain n'était pas vraiment prêt pour une voiture aussi minimaliste. C'est vrai, la 360 détonnait complètement dans le paysage automobile américain, dominé par les grosses voitures. Imaginez un peu, cette petite puce japonaise se faufilant entre les imposantes berlines américaines. Sur les autoroutes, il avait un vrai décalage. Et puis, il y a eu ce fameux test du magazine Consumer Reports, qui a donné un coup dur à la réputation de la 360. Ils l'ont jugée inacceptable en termes de sécurité. Oui, la 360 n'était pas vraiment conçue pour répondre aux normes de sécurité américaines de l'époque, qui étaient déjà plus strictes qu'au Japon. Sa faible résistance au choc a été pointée du doigt. Et ça a effrayé beaucoup d'acheteurs potentiels. Et les critiques se sont aussi abattues sur ses performances limitées. Difficile pour la 360 de suivre le rythme sur les vastes autoroutes américaines avec son petit moteur de 36 chevaux. On peut imaginer la scène. Une 360 se traînant péniblement sur une voie de dépassement, dépassée par des Cadillacs et des Buick lancés à toute allure. Malgré une campagne publicitaire assez audacieuse, qui jouait la carte de l'autodérision.
En la présentant comme moche et pas chère, la 360 n'a pas réussi à conquérir le cœur des Américains. Les ventes ont été décevantes, et Malcolm Bricklin a fini par jeter l'éponge au début des années 70. La 360 a disparu du marché américain, victime de la concurrence et de son image un peu trop exotique pour le public local. C'est dommage, car la 360 avait pourtant des qualités à faire valoir. Sa petite taille la rendait idéale pour la ville, et sa consommation était très faible. Mais bon, il faut croire que ce n'était pas ce que recherchaient les Américains à l'époque. En revanche, au Japon, la 360 a connu un succès phénoménal. Près de 400 000 exemplaires ont été vendus entre 1958 et 1971. C'est une véritable icône de l'automobile japonaise, et elle est encore très populaire auprès des collectionneurs aujourd'hui. C'est vrai que la 360 incarne parfaitement l'esprit des kicars. Elle est pratique économique. Et elle a un certain charme rétro qui continue de séduire. D'ailleurs, saviez-vous que Subaru a organisé un voyage promotionnel incroyable avec la 360 ? Un périple de Tokyo-Moscou, en passant par Paris. Ah oui, j'avais entendu parler de cette aventure en 100 ans. Un véritable exploit pour cette petite voiture, qui a prouvé sa fiabilité et son endurance. En parcourant des milliers de kilomètres à travers l'Europe et l'Asie. Imaginez un peu le spectacle. Une 360 traversant la place Rouge à Moscou, ou roulant sur les Champs-Élysées à Paris. C'était une belle manière pour Subaru de démontrer au monde entier que la 360 était bien plus qu'une simple K-car. Absolument. Ce voyage a contribué à forger l'image de robustesse et de fiabilité de la 360, et plus généralement de la marque Subaru. C'est un peu comme si la petite 360 avait conquis le monde à sa manière. Et cet esprit d'innovation et d'audace se retrouve dans les modèles Subaru qui ont suivi. La 360 a ouvert la voie à une nouvelle génération de voitures japonaises, compactes économiques et performantes, qui ont connu un succès mondial. C'est vrai, la 360 a été un précurseur, une sorte de laboratoire d'idées pour Subaru. On retrouve certaines de ces innovations, comme la structure monocoque et la traction avant, dans des modèles plus récents comme la Subaru Impreza, qui est devenue une référence en matière de performance et de fiabilité. La 360 a vraiment marqué un tournant dans l'histoire de Subaru. Elle a permis à la marque de se faire connaître et d'acquérir une solide réputation. Et son héritage se fait encore sentir aujourd'hui dans les voitures que Subaru produit. Mais au-delà de son impact sur l'industrie automobile, la 360 a aussi une influence sur la société japonaise. Absolument, la 360 est devenue un symbole de la reconstruction du Japon après la guerre. Elle représentait l'accès à la mobilité pour un plus grand nombre, la liberté de se déplacer et de découvrir de nouveaux horizons. C'est vrai. Elle incarnait aussi l'esprit d'ingéniosité et de débrouillardise des Japonais. On parvenait à faire beaucoup avec peu de moyens, et la 360 en était la preuve. Elle était petite, mais elle était fiable, pratique et économique. Exactement ce dont le Japon avait besoin à ce moment-là. Et puis, il y avait cet aspect communautaire autour de la 360. Les propriétaires se retrouvaient pour des rassemblements, des sorties, des échanges de conseils. C'était un peu comme une grande famille, unie par la passion de cette petite voiture. C'est intéressant cette dimension sociale, on a souvent tendance à l'oublier. Mais la voiture, c'est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est aussi un vecteur de lien social, de partage d'expériences communes. Tout à fait. Et la 360 avec son charme atypique et sa simplicité a favorisé ces échanges, ces moments de convivialité. Elle a rassemblé des gens de tous horizons, unis par leur passion pour cette petite voiture qui avait quelque chose de différent, de décalé. Elle a même inspiré des artistes. Je crois qu'il y a eu des chansons, des mangas, des films qui mettaient en scène la 360. Oui, absolument. La 360 est devenue une icône de la culture populaire japonaise. Elle représentait la jeunesse, la liberté, l'optimisme d'une époque. On la retrouvait partout, dans les publicités, dans les magazines, à la télévision. Elle faisait partie du paysage quotidien. C'est fou de penser qu'une voiture aussi petite et aussi simple a pu avoir un impact aussi important sur la société japonaise. C'est la magie de la 360. Elle a transcendé sa fonction première de moyen de transport pour devenir un véritable phénomène de société. Et cet héritage se perpétue aujourd'hui. La 360 est toujours très populaire auprès des collectionneurs. Et elle est considérée comme un véritable trésor du patrimoine automobile japonais. Tout à fait. Les passionnés la restaurent avec soin, la bichonnent, la chérissent. Et ils organisent régulièrement des rassemblements pour partager leur passion et faire découvrir cette petite merveille aux nouvelles générations. C'est une belle façon de faire vivre la mémoire de la 360 et de transmettre son histoire aux générations futures. Absolument. La 360 est bien plus une simple voiture ancienne. C'est un témoin de l'histoire du Japon, un symbole d'ingéniosité, de créativité et d'optimisme. Et c'est ce qui la rend si fascinante encore aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. J'ai l'impression qu'on pourra parler de la Subaru 360 pendant des heures. Avec plaisir. C'est une voiture qui ne manque pas de sujet de conversation. En tout cas, j'espère que nos auditeurs de Vintage Car Chronicles ont apprécié cette plongée dans l'univers de la Subaru 360. C'était un vrai plaisir de partager cette découverte avec vous. N'oublie pas que Vintage Car Chronicles est un rendez-vous quotidien.
Alors, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure automobile. D'ici là, bonne route à tous.